Bonjour et bienvenue dans un nouveau cours d'histoire à distance. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre, puisque nous sommes toujours dans notre thème 4, dynamique et rupture dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles, et nous entamons le chapitre 2, tension, mutation et crispation de la société d'ordre. Alors j'attire votre attention sur le fait que suivre ce chapitre, même si on est à la fin de l'année et à distance, est très important pour l'année prochaine, puisque l'an prochain, vous commencez directement sur la Révolution française, et que là, on est en train de voir les causes, les raisons et ce qui a amené cette Révolution française. Vous n'aurez pas le temps de le revoir au début de l'année prochaine, vous devrez aller vite pour pouvoir passer vos épreuves de bac qui arrivent très rapidement en janvier, et donc il est très important d'avoir ça en tête pour démarrer l'année prochaine. Alors commençons. On commence avec deux tableaux. Alors il y en a un qui est en noir et blanc, normalement il était en couleur, mais la seule image que je trouve sur internet est en noir et blanc. Donc c'est deux tableaux, un qui s'appelle Le repas paysan par un peintre qui s'appelle Le Maître au Béguin et qui a été peint vers 1650, et l'autre qui s'appelle Le Gâteau des Rois, repas paysan par Jean-Baptiste Greuze, 1774. Donc vous repérez bien qu'il y a entre les deux tableaux 120 ans d'écart. Donc on a deux témoignages sur cette société à un siècle d'écart. Donc au début et à la fin de notre programme sur ce chapitre. Et puis vous voyez aussi qu'ils ont un thème en commun. Les deux s'appellent repas paysans. Alors sur ces deux tableaux, vous allez les regarder, puis vous allez comparer ces deux toiles. Quelles évolutions de la société française on peut déduire entre le XVIIe et le XVIIIe siècle de la comparaison entre ces deux toiles. Et en même temps, soyez un petit peu critique sur votre travail, c'est toujours ce qu'on vous demande quand vous étudiez un document, quelles sont les limites de ce document. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne permet pas de voir, qu'est-ce qu'il va peut-être accentuer. Alors prenez 5-10 minutes pour faire ce travail, observez les deux tableaux et notez au brouillon ce que vous pouvez trouver comme idée. Alors en correction, vous avez sûrement remarqué qu'on peut d'abord voir une hausse probable du niveau de vie paysan. À gauche, dans le tableau de 1650, on voit que les paysans ont l'air de manger une espèce de soupe dans une assiette, et à droite, ils sont en train de manger une galette des rois qui a l'air bien bonne, bien appétissante, et puis en même temps, on voit en haut à droite quelqu'un qui amène là un autre plat qui a l'air lui aussi plus riche, plus appétissant que dans le tableau de gauche. On remarque aussi les vêtements de l'homme assis, notamment sur le tableau de droite, par rapport aux vêtements, par exemple, du garçon assis par terre ou même de l'homme qui est derrière, sur le tableau de gauche. Là, il a des vêtements qui sont visiblement plus riches. Il a une veste avec une chemise en dessous, et puis surtout, vous voyez sur ses jambes, il a des bas, donc qui sont plutôt un signe d'aisance à l'époque. Donc on remarque effectivement, a priori, une hausse du niveau de vie paysan entre 1650 et 1774. L'autre élément qui a pu vous frapper, c'est l'attitude des enfants, puisqu'à chaque fois on a une famille, et à gauche, les enfants sont assis par terre, on a une petite fille qui sert un plat, une autre petite fille qui a l'air de regarder la soupe qu'on va manger, mais les adultes sont assez distants vis-à-vis de ces enfants. Alors que à droite, en 1674, eh bien, les deux enfants qui sont là sont dans les bras d'adultes, dans les bras de femmes, qui sont en train de leur faire des câlins, de leur donner à manger, etc. Donc ça, effectivement, c'est un nouveau rapport à l'enfance qui se dessine au XVIIe, XVIIIe siècle. On a un tableau qui insiste sur la tendresse des rapports filiaux. Alors quelles sont les limites ? Les limites, évidemment, c'est que ce sont deux scènes isolées, elles ne sont pas représentatives de la société française de l'époque. Le second repas correspond à une fête religieuse, l'épiphanie, d'où les beaux costumes, les mets gourmands, etc., ce qui n'est pas le cas du premier, donc ça peut fausser. Et puis surtout, ces deux tableaux, ils sont mis en scène. Ce sont des tableaux, donc on idéalise, on transforme la réalité pour la rendre plus belle. Cependant, ça n'empêche pas que ce qu'on a vu est vrai. C'est-à-dire que pour le rapport à l'enfance, par exemple, l'historien Hugh Cunningham, en 2006, a sorti un livre qui s'appelle The Invention of Childhood, qui montre que les relations parents-enfants deviennent plus familières, plus tendres à partir du milieu du XVIIIe siècle, et dans toutes les couches de la société, même si ces pratiques restent diverses. Pareil pour l'élévation du niveau de vie paysan, on va en reparler plus profondément, mais c'est une réalité à l'époque. Alors à partir de ça, on va pouvoir noter notre problématique qui est comment les transformations économiques, sociales et culturelles de l'Ancien Régime bouleversent-elles la société d'ordre. Donc on écrit bien ça dans notre cahier.
Alors, on va commencer par une introduction sur la société d'ordre. Donc, à l'époque moderne, la société est divisée en 3 ordres qui sont hérités du Moyen-Âge. Ces ordres, dans les faits, ils sont très divers et très hiérarchisés. Normalement, vous connaissez ces 3 ordres. Vous l'avez vu en primaire, vous l'avez vu au collège. Vous savez qu'on a le tiers-état, la noblesse, le clergé. Et vous voyez un petit peu qui fait quoi. Le tiers-état travaille, la noblesse se bat et le clergé prie. Ça, normalement, vous le savez. Sinon, c'est jamais trop tard pour l'apprendre. Mais là, il nous faut voir un petit peu plus profondément ce qui se passe, et on va voir que ces ordres, ils sont assez diversifiés. Puis on va voir aussi comment est-ce qu'on peut passer, ou comment est-ce qu'on ne peut pas passer d'un ordre à l'autre, ou changer de hiérarchie dans un ordre. Alors pour ça, on va faire un travail de mise en schéma d'un texte. On l'a déjà fait cette année. J'aimerais que vous preniez le temps de faire ce travail, puis sinon on fera la correction ensemble. Alors vous avez le texte qui suit là, donc lisez-le de toute façon, et réfléchissez à comment vous le représenteriez. Alors je vous laisse le lire, je vous montre à quoi va ressembler le schéma terminé, donc c'est un schéma en pyramide. Vous avez l'habitude de ce schéma normalement pour représenter la société d'ordre au Moyen-Âge ou à l'époque moderne. Sauf que là on va essayer de complexifier tout ça et de montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chacune des tranches de cette pyramide. Voilà, donc lisez le texte, faites un brouillon de schéma, regardez un petit peu comment vous pouvez montrer tout ça, et puis ensuite on fera la correction ensemble. Alors voilà la correction. Donc vous avez lu le texte et vous avez bien vu que on retrouve nos 3 ordres, clergé, noblesse et tiers-état. Mais vous avez vu aussi que à l'intérieur de toutes ces couches, on a des rapports de force, on a des rapports hiérarchiques. Tout noble n'est pas noble de la même façon, tout membre du clergé n'a pas la même richesse, les mêmes privilèges, tout membre du tiers-état n'a pas le même statut social. Alors comment on représente ça? On garde donc notre pyramide, mais on va la complexifier. Alors regardez comment on a fait là. D'abord, on va remplir à gauche, d'accord, à gauche de la pyramide. Vous voyez les rapports, tiers-état 97%, noblesse 2%, clergé 1%. 1% de quoi? Ce qu'on a écrit en bas, 22 millions de Français vers 1700. Alors c'est très important de l'écrire. D'abord, ça permet d'identifier chaque couleur, et aussi ça permet de se rendre compte que la pyramide n'est pas à l'échelle. La partie basse ne représente pas 97% de la pyramide, sinon on n'aurait pas la place d'écrire le reste, mais du coup, comme c'est pas à l'échelle, il faut bien écrire. On va aussi écrire ordre privilégié, qui rassemble dans une accolade clergé et noblesse, plus digne au moins digne, donc le plus digne étant ce qui est en haut de la pyramide, et le moins digne en bas. On n'oublie pas de mettre en haut de la pyramide une petite couronne, ou bien on écrit roi, d'accord, parce que c'est le roi qui est le plus digne, évidemment. Alors à droite, en plus du titre, la société d'ordre au XVIIe et XVIIIe siècle, on écrit la légende. En pointillé rouge, les barrières sociales difficilement franchissables. En flèche noire, l'élévation. Et en flèche rouge, l'unique accès autorisé, on verra à quoi ça correspond. Alors allons de bas en haut. Dans le tiers-état, on va mettre 2 grands encarts, les ruraux, 80% du tiers-état, les citadins, 15%. Donc ceux qui habitent à la campagne, ceux qui habitent en ville. Alors tout en bas, on a dit qu'on avait les errants, donc les mendiants, etc. Ensuite, au-dessus, on a 2 catégories. D'un côté, les ruraux, de l'autre côté, les citadins. Donc chez les ruraux, on a les ouvriers agricoles, qui sont des paysans moyens, qui n'ont pas de terre, ils louent leurs services à quelqu'un. On a les tenanciers, qui sont des paysans moyens eux aussi, mais un petit peu plus riches. Et puis on a les laboureurs, qui sont de riches paysans, et qui peuvent peut-être passer vers la grande bourgeoisie. On a aussi, de l'autre côté, chez les citadins, alors au-dessus des errants, les domestiques et journaliers. Un domestique n'est pas très élevé. Les artisans, la moyenne bourgeoisie, donc des avocats, des médecins, etc. Et puis la grande bourgeoisie, en général, ce sont de riches marchands, ou alors ce sont des officiers de justice. Donc les officiers, ils ont acheté un office. Un office, à l'époque, c'est une charge, d'accord? C'est un emploi, un métier que l'on achète. C'est aussi un poste important. Quand on est officier de justice, on a un poste important. Et ce poste important, c'est ce qui permet de passer à la noblesse de robe. Là, on passe dans la partie de la noblesse, en rouge. Vous voyez que là, on n'a pas la barrière sociale difficilement franchissable. Parce que pour un grand bourgeois, on a un office de justice. Il suffit d'acheter un office un peu plus important pour passer dans la noblesse de robe.
Donc ça se fait par achat, et quand on est très riche, c'est pas forcément très compliqué. Alors en général, si vous êtes un grand bourgeois et que vous achetez un office, vous n'êtes pas directement noble, ce sont vos enfants qui le seront. C'est pas très important pour nous. Par contre, là, on va avoir une barrière difficilement franchissable, c'est à partir de là, entre la noblesse de robe et le reste. Donc là, on met notre premier trait en pointillé, et puis on voit effectivement que la noblesse de robe, c'est ceux qui ont acheté leur noblesse. Mais du coup, on se sépare complètement de la petite noblesse et de la haute noblesse, qui, eux, ont une noblesse héréditaire, d'accord, qui souvent remonte plus ou moins au Moyen-Âge, qui est ancienne, et donc cette petite noblesse, cette haute noblesse, elle ne s'acquiert que par héritage. Alors parfois, on peut passer de l'un à l'autre par des mariages. Vous avez parfois des membres de la petite noblesse qui vont marier leur enfant à un enfant de la noblesse de robe, parce que les nobles de robe sont souvent riches, ce sont avant de grands bourgeois, donc ils ont gardé un bon patrimoine financier, alors que la petite noblesse, parfois, ils sont pas très riches. C'est pas parce qu'on est noble qu'on est riche. Si vous avez une petite baronnie dans un coin de la Bretagne, 3-4 terres, etc., vous allez payer plus cher l'entretien de votre château que ce que vont vous rapporter vos terres. Donc un petit noble, c'est pas forcément quelqu'un de riche, ça peut même être quelqu'un de ruiné. Et donc là, souvent, on peut avoir des alliances matrimoniales, donc des mariages avec la noblesse d'Europe. Mais c'est quand même pas la norme, en général, c'est compliqué. Et puis surtout, on a la haute noblesse. Alors la haute noblesse, ce sont les princes, les ducs, parfois les comtes. Et donc cette haute noblesse, elle est vraiment inaccessible. La haute noblesse se marie entre elles, la haute noblesse française avec la haute noblesse du reste de l'Europe notamment. Et donc c'est quelque chose de très fermé. Et cette haute noblesse, ce sont, là pour le coup, en général, des gens qui sont très riches. Ce sont aussi eux qui souvent vont à Paris ou à Versailles pour conseiller le roi, pour aller dans les fêtes du roi, etc. Ce sont ce qu'on appelle la cour. Donc la cour, ces grands nobles qui sont autour du roi. Alors passons au clergé maintenant. Alors le clergé, c'est un petit peu particulier le clergé, parce que contrairement aux autres ordres, et notamment à la noblesse, là on ne peut pas avoir de charge héréditaire. On ne peut pas avoir de charge héréditaire dans le clergé, puisqu'il est interdit de se marier et d'avoir des enfants. Et puis, en général, ce ne sont que des hommes. Donc comment ça se passe? Alors on a le bas clergé, ce sont les petits moines, les curés, etc. Ce bas clergé vient soit parfois de la noblesse de robe, soit souvent de la bourgeoisie. Parfois pour les moines, des paysans, mais c'est rare. Et donc on entre dans les ordres, on fait ses classes, et puis on peut devenir moine ou curé. Le haut clergé, par contre, et c'est là qu'on va utiliser notre flèche rouge, il vient de la haute noblesse. Pour devenir évêque, archevêque, etc., il faut être fils de duc, fils de comte, et c'est comme ça qu'on y accède. Donc on a une porosité entre ces ordres, quand même, parce que le clergé est forcément alimenté par les autres ordres. Ça ne veut pas dire qu'on y rentre facilement, et surtout ce clergé, il est bien limité entre le bas clergé, qui vient de la noblesse de robe ou de la bourgeoisie, et le haut clergé qui vient de la haute noblesse. Voilà. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois. À bientôt.